Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, c'est Ça vous regarde en direct. Au sommaire ce soir, la crise sanitaire relance la guerre entre Paris et Marseille. Les annonces d'Olivier Véran hier soir ont été vécues comme un coup de massue. Les élus sont en colère. Marseille va-t-elle se rebeller? Certains élus vont même déposer un recours en justice. Dans d'autres villes, les mesures drastiques commencent à mal passer. Va-t-on les faire accepter et comment? C'est la question du grand débat ce soir. On parlera aussi du projet de loi sur la recherche, censé mettre la France sur les rails de la compétition internationale. 25 milliards d'euros investis sur 10 ans, c'est inédit pour le gouvernement. Une réforme en trompe-l'œil pour les chercheurs, face à suivre sur ce plateau. Et tous ces sujets, on va les aborder avec un philosophe ce soir, un philosophe qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Pour lui, la Covid-19, ça n'est pas un si grave problème, il y a plus grave. Et nous perdons un peu en ce moment la raison. André Comte-Sponville est notre grand témoin ce soir. Voilà donc pour le programme, c'est parti, #CVR pour réagir sur Twitter. Tout de suite, le grand débat. Bienvenue à tous, moins de sport, moins de rassemblements et plus du tout de bars et de restaurants. C'est donc le nouveau régime sec qui attend les Marseillais. À partir de samedi prochain, Marseille est-elle punie, comme le disent ses élus? Va-t-on vers un divorce entre les territoires et l'État? Bonsoir Anne Genetet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée La République En Marche des Français d'Asie, d'Océanie et d'Europe de l'Est. C'est vous qui suivez dans la majorité cette crise sanitaire depuis le début. Bonsoir Georges Paul-Angevin. Bonsoir. Député socialiste de Paris. Paris qui dénonce par la voix d'Anne Hidalgo des mesures trop restrictives. On y reviendra dans quelques minutes. Martin Blachier, qui est médecin et épidémiologiste, va nous rejoindre. Et bonsoir, André Comte-Sponville. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir dans Ça vous regarde. Vous êtes philosophe. Vous publiez ce dictionnaire amoureux de Montaigne aux éditions Plomb. Montaigne auquel vous avez consacré toute votre vie. Non, une grande toute partie. Ma vie, mais une bonne partie de ma vie. Vous lui avez fait une très belle place dans vos travaux. La crise que nous traversons, cette crise sanitaire, vous avez eu des propos qui ont pu un peu bousculer. On va y revenir. En tout cas, on attend vos lumières sur ce que nous vivons tous. Enfin, Stéphane, bienvenue. Oh, merci. Je suis ravie parce que vous n'étiez pas avec nous sur ce plateau. Et maintenant, j'ai une promotion, je suis directement avec vous. C'est beau. Exactement, c'est vous qui ouvrez le bal avec votre billet. Si j'ai bien compris, c'est tout de suite. Si j'ai bien compris ce soir, Stéphane. Si j'ai bien compris, Myriam, Marseille se rebelle contre la capitale. Alors, je veux dire, en tant que supporter du PSG, c'est vraiment pas le truc qui est fait pour m'étonner, parce que là, je pense que je suis bien placé pour savoir qu'il existe quand même à Marseille un petit fond d'hostilité contre la capitale, on peut le dire. Hein. Cette manière d'applaudir la défaite de Paris en finale de la Ligue des Champions, ces explosions de joie dans tous les bars. Bon, c'est pas très fair-play, reconnaissez-le. Bon, c'est un peu du folklore tout ça, non? Alors certes, c'est du folklore, mais il est quand même bien vivant, on l'a vu récemment, et du coup c'est toujours un thème assez porteur à Marseille de jouer sur l'opposition contre la capitale. D'ailleurs, dès le début de la crise du Covid, on a vu que Marseille était un peu la tête de pont de la contestation avec la personnalité du professeur Raoult. C'est donc depuis Marseille que le professeur Raoult dénonçait les technocrates parisiens hors sol en les opposant bien sûr au bon sens des scientifiques marseillais, normal quoi. Alors, donc, les élus aujourd'hui ont repris un peu cette thématique. Les reproches que font les Marseillais, les élus à la capitale? Pas pour critiquer les Marseillais, mais leurs reproches n'ont rien d'original. En fait, ils font les mêmes reproches à la capitale que tout le reste des Français, c'est-à-dire que trop de décisions sont prises à Paris sans concertation avec les élus locaux. Je vous montre un sondage les Parisiens. Pardon? Y compris les élus parisiens. Les élus parisiens peuvent le penser, puisqu'Anne Hidalgo se plaint elle aussi, donc vous voyez. Mais regardez le sondage qu'a fait le Sénat récemment. 75% des Français sont pour que la décentralisation aille plus loin, donc moins de décisions prises à Paris, c'est possible. Donc la différence avec Marseille, c'est qu'à Marseille, on crie un peu plus fort qu'ailleurs. D'ailleurs, fin août, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Marseillais se sont rassemblés. Donc il y avait le nouveau maire, ou la nouvelle maire plutôt, Michel Rubirola. À côté d'elle, le professeur Raoult, et même l'adversaire de Michel Rubirola, c'est-à-dire Martine Vassal, l'élu LR, qui elle aussi était sur la conférence de presse. Et le message était le même. Voilà ce que disent les Marseillais. Il décide depuis Paris de ce qui serait bon pour notre ville, sans entamer le dialogue nécessaire avec les élus et surtout sans nous donner les moyens de faire respecter les décisions qui sont les leurs.
Voilà, alors depuis ce matin, la mairie de Marseille réclame un délai de 10 jours pour cette fermeture des bars et restaurants. Marseille va-t-elle être entendue? Je n'en ai pas la moindre idée, donc je ne peux pas vous répondre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les Marseillais, dans ce bras de fer contre Paris, ils ont un sérieux atout dans leur manche. C'est-à-dire qu'eux, qui se plaignent que trop de décisions se prennent à Paris sans concertation, il y a quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde qu'eux, et ça peut compter dans le débat, le président de la République, figurez-vous. On l'écoute. J'en ai la conviction profonde, l'organisation de l'État et de notre action doit profondément changer. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Tout ne peut pas être décidé à Paris. Est-ce que Olivier Véran peut vraiment décider la place des Marseillais? Que va dire Emmanuel Macron? Je ne sais pas. Est-ce que vous croyez vraiment qu'Emmanuel Macron va faire confiance aux élus marseillais? Moi, j'ai un petit doute. Merci Stéphane. Anne Jeannetet, c'est pas la première fois qu'il y a une querelle entre Paris et Marseille, sauf que là, les élus, ils vont déposer un recours en justice. Le patron de la région PACA, Renaud Muselier, c'est du folklore ce qui est en train de se passer ou ça pourrait dégénérer? Je dirais peut-être pas folklore non plus. Je crois qu'on est dans une difficulté que tout le monde peut entendre. Je pense que si quelqu'un avait la réponse claire et évidente, elle serait depuis longtemps sur la table. La situation est extrêmement complexe. On est dans une situation très évolutive. Toute décision que nous prenons, elle est le résultat de ce que nous avons fait il y a 15 jours. Toute décision que nous prenons maintenant, elle aura un effet dans 15 jours. Donc c'est très compliqué d'avoir ce décalage. Donc j'entends tout à fait la difficulté, et pas seulement à Marseille, à Paris aussi, donc ils l'ont dit. J'entends que ça puisse être très surprenant. Insupportable, mais je voudrais rappeler un élément, apporter cette réflexion. En Corée du Sud, qui avait pas mal géré la situation, la reprise épidémique a eu lieu depuis les bars et les milieux de la nuit, clairement. Donc on voit bien que ce sont dans ces lieux où les gens se rassemblent, sont proches les uns des autres, ont du mal, peut le comprendre, à respecter l'absence de contact. C'est compliqué, c'est de là que ça repart. D'où l'extrême vigilance. On n'a pas envie de retrouver une situation avec des hôpitaux saturés. Je sais qu'à Marseille, on a déjà plus de 30% des lits de réa qui sont occupés par ça. On n'a pas envie de voir nos anciens, nos plus vulnérables mourir. C'est tout simplement de ça dont il s'agit. On n'en a pas envie. Et on aimerait que chacun arrive à se responsabiliser. Je sais que c'est compliqué. Mais bon sang, tous ces gens qui adorent, et moi je suis la première à aller dans les bars, dans les restos. Moi je dois confesser que je n'ai pas fait un resto depuis 3 mois. J'attends. M'assurer que vraiment je puisse reprendre. On va revenir sur la méthode, parce que ce n'est pas toujours simple de suivre qui décide quoi, localement ou depuis Paris. Georges-Paul Angevin, punir Marseille ou protéger? Il y a un vrai problème de méthode dans ce qui se passe. Parce que, d'une part, les élus locaux qui sont quand même en première ligne ne sont pas suffisamment concertés. Marseille râle contre Paris, mais Paris elle-même n'a pas été non plus associée à la décision qui a été prise. Et par ailleurs, pour que le citoyen lambda comprenne, on ne peut pas avoir en permanence des changements de stratégie comme cela. Un jour, on rouvre, on autorise les gens à mettre des terrasses, on permet aux gens de travailler, et le lendemain, boum, on ferme. Donc je crois ça crée un phénomène d'angoisse. Et la situation évolue, c'est logique que ça évolue. Oui, mais on a l'impression, si vous voulez, qu'on a l'impression qu'on adaptabilité. Un jour on fait comme ça, le lendemain on fait autrement. On adapte. Et par conséquent, il n'y a pas de suivi dans les décisions et dans le respect des décisions. Alors, que les gens puissent comprendre. On va essayer quand même de rester sur Marseille un instant. Il faut qu'effectivement. On va revenir largement sur la méthode. On vit une crise de l'incertitude, André Conspoville. On tâtonne, tout est évolutif. Le politique, au milieu de ça. L'histoire a toujours été incertaine et assurément la situation est complexe. Là-dessus, on est d'accord. Je crois qu'il n'est pas raisonnable d'accabler les politiques qui font un métier plus difficile que le vôtre ou le mien. Quant au fond, je pense qu'Emmanuel Macron a raison. Il faut arrêter de tout décider de Paris. Votre citation était piquante, mais parfaitement pertinente. Moi, je comprends un peu d'agacement des Marseillais et des Parisiens. Pourquoi décider à Paris de mesures de protection sanitaire? D'autant, rappelons-le quand même, que cette épidémie de Covid-19, ce n'est pas la fin du monde. Il y a un chiffre que je ne me lasse pas de répéter parce que les journalistes ne le répètent jamais. Le taux de mortalité, le taux de létalité de la Covid-19 est situé par les experts entre 0,3 et 0,5%. Ça veut dire que si vous et moi, nous attrapons la Covid-19, nous avons en moyenne 99,5% de chances d'en réchapper. Moi, un peu moins. Alors, vous montez au filet tout de suite. Moi, un peu moins. Je termine. Moi, un peu moins parce que j'ai 68 ans.
vaut beaucoup plus que 99,5% parce que vous avez moins de 40 ans. Vous aurez le temps d'y revenir largement. On va rester sur Marseille. C'est très important. C'est très important. Il faut remettre les choses. C'est un problème sanitaire majeur, mais arrêtons d'affoler les gens comme si la mort était au coin de la rue. Ce n'est pas vrai. Alors en attendant, est-ce que les gens sont affolés ou inquiets? Clairement, certainement. contre la fermeture des bars et des restaurants, vous nous dites fermer les bars et les restaurants à Marseille, c'est une erreur. Non, je dis il faut demander aux élus locaux. Moi, je suis pour la décentralisation. Mais au contraire de vous, chère madame, je vais au restaurant le plus souvent que je peux par solidarité avec les excellents restaurateurs qui travaillent dans mon quartier, qui travaillent énormément avec du talent et qui ne savent pas si dans 6 mois leur restaurant on va les écouter et je vous redonne la parole tout de suite. Je vous redonne la parole dans un instant, mais j'aimerais bien qu'on les entende, ces Marseillais maintenant, ces Bouches-du-Rhône en zone rouge écarlate. Qu'est-ce qu'ils vont devoir subir concrètement dans leur quotidien? Quelles sont les restrictions et comment ils vivent tout ça? C'est un récit signé Ahmed Tazia. Ici, les annonces du ministre de la Santé font l'effet d'une bombe. Dès samedi, sur tout le territoire de la métropole ex-Marseille, les bars et les restaurants devront fermer pour au moins 15 jours. Ce matin, dans ce café à Marseille, les clients ne comprennent pas. Je suis allé hier faire mes courses en grande surface, je veux dire, alors soit on ferme tout et vraiment on s'occupe de notre santé, mais de cibler les restaurateurs, je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi un bar ou un restaurant serait plus dangereux que d'autres commerces. Ça va impacter ma vie sociale. J'ai envie de voir mes amis, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie de faire tout ça. Ce sont les mesures les plus strictes annoncées depuis le confinement. Un coup dur pour le gérant de cet établissement. Il a déjà perdu 200 000 € depuis le début de l'année et va devoir mettre 9 salariés au chômage partiel. Mettez-vous là plutôt. C'est compliqué, on a fait des crédits, et pas que nous, tous les restaurateurs, les commerçants, ils ont tous fait des crédits. Il faut les rembourser dans moins de 6 mois ou les rendre. Là, on referme, je sais pas, ça fait peur. Ce restaurateur, lui, va devoir s'organiser dans sa chambre froide. Près de 8 000 € de produits frais. Comme on est sur du plat minute, il y a beaucoup de marchandises, comme vous pourrez voir, qu'on sera obligé de se séparer. Une catastrophe économique pour ce représentant de la profession. En termes d'image, l'impact que ça va avoir. Nous allons avoir beaucoup moins de touristes, beaucoup moins la destination va être beaucoup moins attractive. Et les élus locaux prennent le relais. Conférence de presse ce matin à la mairie de Marseille. On ne décolère pas contre le gouvernement. Une nouvelle fois, notre territoire est aujourd'hui sanctionné, puni, montré du doigt. Alors vous comprendrez que nous sommes aujourd'hui dans l'incompréhension et dans la colère. Ici, des actions de contestation sont annoncées. Reste à savoir qui de la cité phocéenne ou de Paris cédera le premier. Bonsoir Martin Blachier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin épidémiologiste et spécialiste des questions de santé publique. On l'entend, hein, il est légitime ce ras-le-bol des Marseillais. C'est très difficile, et pour évidemment les acteurs économiques, mais pour tous ceux qui vivent dans cette ville. Elles étaient absolument nécessaires, toutes ces nouvelles mesures? Moi, j'en suis pas persuadé, mais c'est très difficile. C'est très difficile de savoir. Ce qu'il faut dire, c'est que ces mesures sont efficaces. Donc ça, je pense dire que c'est pas efficace, c'est pas vrai. Il y a quand même beaucoup. Maintenant, il y a une étude américaine, et puis il y a plein d'exemples qui nous montrent que c'est efficace. Après, est-ce que c'était nécessaire? J'en suis pas certain. Parce que vous n'êtes pas tous d'accord, hein, parmi les scientifiques. J'en suis pas certain. Après, il y a des gens qui tracent des traits. C'est-à-dire que tracer un trait sur l'augmentation qui est celle qu'il y a eu la semaine dernière, oui, c'est sûr que ça va augmenter. Mais normalement, il y a des mesures qui ont été prises. Donc on attend quand même à ce que ça infléchisse. Madame Rubirola, la maire de Marseille, elle dit que le taux d'incidence, donc le nombre de cas de contamination pour 100 000 habitants, était en train de baisser. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette incompréhension. Vous comprenez ça? Je pense qu'il y a un mouvement de panique, là, du ministre de la Santé. Et je pense qu'il n'ose pas attendre 10 jours. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui a été proposé. Moi, je pense que si on attend 10 jours, ça infléchira. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller à cette étape-là pour l'instant. Je pense que les mesures qui ont été annoncées la semaine dernière et le port du masque dans les lieux clos sont en capacité de contrôler cette reprise épidémique. Mouvement de panique au ministère de la Santé. Il y a une semaine, ils prennent des mesures. Et là, une semaine après, alors qu'on ne peut pas observer, c'est mathématique, les résultats des mesures qui ont été prises il y a une semaine, ils ferment les bars et les restaurants. Donc moi, je pense que ce n'est pas idiot. Mais je pense que c'est trop tôt. Le timing n'est pas bon. Et je pense qu'effectivement, s'ils attendent 10 jours, ils n'auront pas besoin de faire ça. Bon, après, Anne Tay, vous êtes à contre-temps. Vous allez trop vite, vous paniquez. Moi, c'est pas moi qui panique, éventuellement le cas échéant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que très honnêtement, on ferme. Je comprends que certains soient effectivement très mécontents.
mais quelle que soit la décision, il y aura de toute façon des mécontents ou des inquiets. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure et rappeler qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent très bien et n'ont pas de complications. La seule chose qu'il faut bien conserver en tête, le virus circule. Donc je voudrais juste justifier pourquoi moi j'ai choisi de ne pas aller dans les restaurants. C'est dans ma situation, je pense qu'un certain nombre, pas tout le monde, quelques Français sont dans ce cas-là, j'ai en charge des parents âgés et malades à qui je n'ai pas envie de transmettre. Donc, du coup, je prends mes précautions, c'est ma responsabilité. Et ça serait, c'est vrai, formidable si tout le monde pouvait en faire autant et se dire, là, je vais dans un bar, je me dis que pendant les 14 jours ou 7 jours maintenant qui suivent, je prends des précautions. On aimerait en arriver à ce niveau de responsabilité-là, avoir une communication peut-être plus rassurante. Je suis d'accord qu'elle est souvent anxiogène, je le regrette personnellement, et rester sur des choses très simples. Effectivement, on regarde certaines courbes. J'aime pas utiliser des mots, mais le virus circule activement. 1, 2, on a des hospitalisations qui augmentent. Et 3, des entrées en réanimation qui augmentent dans certains territoires. Ne pas oublier que en région Marseille, ils n'ont pas du tout été pénalisés pendant la première vague. Donc, qu'on ait besoin de prendre des décisions, c'est pas absurde non plus dans des situations qu'on observe en ce moment. Comment on explique la flambée de l'épidémie à Marseille? Est-ce que c'est uniquement parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements cet été, ou est-ce que Didier Raoult lui-même, à un certain nombre de prises de position, a une part de responsabilité? Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les comportements de cet été déterminent la reprise de la rentrée. Et d'ailleurs, si vous regardez les courbes de Bordeaux et de Marseille, vous avez deux courbes qui sont complètement différentes. Marseille, ça monte comme ça. Bordeaux, ça monte comme ça. Et c'est comme ça dans les différentes régions. Donc c'est lié au comportement de cet été. Et donc en fait, c'est cet été qu'il aurait fallu réagir pour éviter d'avoir cette reprise. Le problème, c'est que maintenant, on voit la vague hospitalière qui suit la vague de circulation virale qu'on a eue fin août. Et en fait, on s'affole un peu trop tard. C'est-à-dire que là, on va trop loin par rapport à quelque chose qui aurait pu être réglé en août et en septembre. Donc en fait, on a fait un été, on est quasiment le seul pays du monde où on n'a pas porté de masque l'été. Moi, je parlais tout à l'heure avec des journalistes chinois, ils me regardaient comme ça et disent « mais vous avez une maladie respiratoire qui se transmet, vous vous lavez les mains, mais vous ne portez pas de masque l'été ». Enfin, ils ne comprenaient même pas que c'est plus arrivé. Donc en fait, c'est ça l'erreur qui fait qu'on a cette reprise hivernale. Le problème, un temps de retard. On a un temps de retard. À Paris, on porte beaucoup le masque. À Paris, c'est bien je parle fait. cet été, à partir du 15. C'était beaucoup répété. Cet été, le masque n'était pas obligatoire. André Comte-Sponville. Qu'on me comprenne bien, je vais au restaurant, mes parents sont morts depuis longtemps, je comprends très bien votre attitude, mais je porte le masque, je respecte les gestes barrières, je n'ai pas embrassé mes 3 garçons depuis plus de 6 mois. Il se trouve que le restaurant, on a le droit d'y aller. Et mon attitude de citoyen, c'est d'utiliser au maximum les libertés qu'on nous accorde encore. Parce que je suis très content de voir des médecins à la télévision tous les soirs, mais la médecine est une grande chose. Il n'y a pas que ça qui compte dans la vie. La liberté, ça compte aussi. L'économie, ça compte aussi. Mes parents sont morts, mais j'ai 3 enfants. Il y en a un qui est au chômage, qui cherche du boulot depuis des mois. Les 600 000 jeunes qui ont fini leurs études en juin-juillet, qui rentrent sur le marché du travail au pire moment. Vous ne croyez pas que c'est plus grave que ma petite santé de quasi-septuagénaire? Moi, je me dis, je me fais plus de soucis pour les jeunes que pour les gens de ma génération, qui ont été bien gâtés par l'histoire. Quand le président Macron disait au début du confinement, la priorité des priorités, c'est de protéger les plus vulnérables. Il avait raison en situation de crise sanitaire aiguë en mars ou avril. Mais sur la durée, on ne peut pas imaginer un pays dont la priorité des priorités pendant 40 ans sera le sort de ses octogénaires. Moi, je dis ma priorité des priorités, ce sont les jeunes en général et les enfants en particulier. Et les malheureux gamins qui vont au collège masqués 8 heures par jour, qui apprennent l'anglais avec un professeur masqué. On est en train de compromettre leurs études. Qu'est-ce qui est le plus grave, notre santé de vieux ou l'éducation de nos enfants ? Moi, je pense qu'il faut penser aussi quand même aux professionnels. Parce que vous avez des gens, depuis le mois de mars, leur activité est compromise. On leur a dit, faites des terrasses, vous allez pouvoir accueillir les gens. Et pareil, c'est un investissement qu'on fait quand on fait les terrasses. Et une semaine après, on leur dit, finalement, on vous ferme à 10h du soir. C'est quand même, vraiment pour eux, une espèce de montagne russe difficile à vivre. Non, mais moi, je voudrais juste réagir sur ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, on ne ferme pas Marseille pour les personnes âgées. On ferme Marseille pour les soignants. C'est les soignants qui ne veulent pas voir des vagues de patients Covid arriver dans leur service. Et c'est eux qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant il est hors de question qu'on déprogramme des soins pour accueillir des patients Covid. Donc ça ne vient de personne d'autre, ça ne vient de personne d'autre que les soignants. C'est les soignants qui ont mis la pression sur le gouvernement en disant on n'en veut pas de vague Covid, on ne revivra pas. Vous les comprenez, les soignants? Non, le problème, c'est que on essaye d'éviter ce seuil de saturation en réanimation. Je les comprends parfaitement, mais cette reprise n'est pas ce qu'on a eu en mars-avril. En mars-avril, ils se sont pris un mur.
C'est-à-dire qu'il y a eu 100 patients par jour qui arrivaient en réanimation. C'est un choc. Là, le terme de guerre, il est bien choisi. Vous imaginez 100 personnes, vous remplissez 15 personnes dans votre service de réanimation et les autres, ils sont dans le couloir, vous ne pouvez pas les soigner. Vous les envoyez par train dans les autres régions. Donc c'est un choc qui est monumental. Donc là, quand ils voient des patients arriver en réanimation, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas un mur, mais c'est un syndrome post-traumatique de ce qui s'est passé lors de la première vague. Et la fermeture à Marseille, c'est lié des médecins qui ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu là. Moi, je connais plein de gens, des infirmières, des médecins qui sont là. C'est vraiment une peur. C'est une peur profonde. Donc c'est la peur de la saturation qui n'existe pas aujourd'hui. Il faut répondre là-dessus. Il faut pouvoir soigner tout le monde. Martin Blachier, il vous dit en gros, vous prenez des décisions qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Alors, ça c'est compliqué. En tout cas, qui sont le reflet d'un traumatisme précédent. Alors, M. Blachier est beaucoup plus spécialiste que moi en épidémiologie, donc je n'irai pas le contredire. Moi, je ne peux pas le contredire. En revanche, sur le plan politique, on est obligé de prendre des bonnes décisions, des décisions. Et je pense qu'aucune décision n'est vraiment bonne. Ça se saurait aujourd'hui. Elles sont toutes extrêmement difficiles. Elles sont extrêmement difficiles. Et on a quand même un certain nombre de connaissances aujourd'hui. Dans ces régions, oui, mais justement, elles ont été justement là rappelées, et notamment, on n'a pas du tout envie de déprogrammer des soins qui étaient prévus, car nous avons eu des personnes qui, pendant la période du confinement, ont eu des pertes de chance de ne pas être soignées correctement, quel que soit l'âge. Et là, pour le coup, on ne veut pas retrouver ça. Il faut les maladies, laisser et pas seulement le Covid, tout le monde. Comme c'était le cas pendant le confinement général du pays. On va rejoindre Éric Diard. Éric Diard, député des Bouches-du-Rhône. Quand vous entendez ce qui se dit sur ce plateau, Éric Diard, comment vous réagissez? J'imagine que pour vous, ces décisions sont insupportables. Écoutez, nous avons été surpris parce que, comment vous expliquer, il y a eu une décision brutale qui s'est faite sans concertation avec le ministre de la Santé. Il n'a pas vu aucun élu et simplement, une heure avant sa prise de parole, il a prévenu un élu de Marseille et le président de région. Où est la concertation ? En tout cas, Olivier Véran, on va l'écouter tout à l'heure, explique que consulter, c'est pas forcément tomber d'accord. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais consulter, c'est pas tomber d'accord, mais il n'a pas consulté, justement. Il n'a pas consulté un seul élu avant de prendre sa décision. Il nous a mis devant le fait accompli, alors que l'ARS vient de dire qu'il y a une heure, reconnaître que le taux d'incidence, que le taux de positivité sont en train de baisser et que la seule crainte qu'ils ont, c'est un taux d'incidence qui est encore fort pour les personnes âgées. Quand vous expliquez avec d'autres élus, Éric Diard, que Paris assassine Marseille, est-ce que ce n'est pas un discours dangereux que vous tenez? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de divorce entre les territoires et l'État? Mais je ne vous dirai jamais que Paris assassine Marseille. Parce que, regardez, Paris est en train de subir également, c'est un peu plus léger, mais 22 heures, c'est terrible. Donc je ne veux pas opposer Paris à Marseille. Pas la ville, mais je parlais du gouvernement. Voilà, c'est l'État. Mais le gouvernement, vous voyez, c'est en contradiction. Regardez Macron. Macron, il dit il faut écouter les territoires. Et vous avez un gouvernement qui prend des décisions sans écouter les territoires. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites partie des élus qui vont déposer un recours avec Renaud Muselier, c'est ça? Vous manifesterez demain? Écoutez, je n'ai pas pris la décision. Renaud Muselier a décidé de faire un recours liberté devant cet arrêté préfectoral. Je pense que la décision est injuste et je pense qu'elle aurait mérité d'être vue en amont avec l'ensemble des élus. C'était ça, une décision responsable. Dernière question, comment vous allez gérer sur place le ras-le-bol qui monte à Marseille? Comment faire pour faire respecter ces mesures aujourd'hui? Moi, j'appelle pas à la rébellion. J'appelle simplement le gouvernement à écouter les élus et à revoir peut-être sa décision, parce que j'aurais préféré que M. Véran dise « Écoutez, la situation est comme ceci, et si elle s'aggrave, nous prendrons des décisions drastiques dans une semaine. » Mais ça n'a pas été le cas.
Merci beaucoup. Merci Éric Diard d'avoir été en duplex avec nous depuis Marseille. Georges-Paul Angevin, vous avez... À chaque fois, il faut bien repréciser que ce n'est pas Paris contre Marseille, c'est le gouvernement contre les élus locaux. Non, mais n'empêche que les élus locaux, aujourd'hui, ils sont responsables de faire appliquer des mesures qui sont légitimes et qui sont prises pour protéger la population par ce gouvernement. La municipalité est aussi assez furieuse de la manière dont ça s'est passé. Comment ça s'est passé précisément? Justement parce qu'apparemment la concertation a été très insuffisante et ça va un peu à l'encontre des mesures qui étaient en train d'être mises en place pour permettre à l'économie de repartir, permettre aux gens de vivre. Et c'est vrai que nous savons que les préfet a forcément été consulté, il a consulté les élus. Les élus apparemment semblent dire que le préfet ne les a pas beaucoup consultés sur le sujet. Vous craignez que petit à petit, ces mesures ne soient plus acceptées? C'est-à-dire, voilà, c'est ça, parce que je pense qu'il faut bien voir. Et donc respecter. On nous dit le problème majeur, ce sont les personnes âgées. Mais quand on empêche les gens de faire la fête dans les bars, ce ne sont pas les personnes âgées qui s'y trouvent le plus souvent. Par conséquent, on est en train de mettre une sorte de boisseau sur des jeunes. Ce sont ceux qui peuvent les contaminer. Qui, à un moment donné, n'en peuvent plus. Et ce qu'on voit d'ores et déjà, c'est que ce qui ne se passe pas dans des bars au vu et su de tous, se passe dans des soirées privées, se passe une fois le rideau baissé, et donc on va continuer à développer des comportements d'évitement, et ça sera aussi très dangereux. Donc à un moment donné, il faut qu'on se dise qu'à force de vouloir appuyer sur la tête des gens, eh bien ça ne marchera pas. Martin Blachier, on nous dit vivre avec le virus, et aujourd'hui, il y a des mesures, c'est vrai, couperets très, très dures qui tombent. Est-ce que c'est compréhensible ? Non, mais c'est une question de gestion. Moi, je pense que ce n'était pas nécessaire de faire ça. Et je suis d'accord qu'effectivement, je pense que l'épidémie est déjà en train d'infléchir un petit peu à Marseille. Après, je pense qu'ils auraient... Je ne sais pas, mais je pense qu'on aurait quand même pu absorber les quelques patients de plus qu'il y aurait eu. Après, je veux juste réagir sur ce que vous dites, parce qu'on entend beaucoup. C'est oui, on ferme les bars et les restaurants et les salles de sport. Ça va être des soirées privées. Ça n'a aucun rapport. L'accélération épidémique avec un bar, elle est due au brassage. C'est le fait qu'il y ait plein de gens qui viennent de différents endroits, qui peuvent se contaminer dans un même endroit. Quand vous faites une soirée privée, vous invitez vos 5 copains à la maison, c'est un petit groupe. Non, mais oui, bah dans ce cas-là, voilà, dans ce cas, les immenses soirées où on met les invitations en open sur Facebook, il y a 500 patients qui viennent, mais de toute façon, celles-là, elles n'ont pas lieu. Mais les petites soirées entre amis n'ont rien à voir avec l'ouverture d'un bar de nuit, donc c'est pas pareil. Hein. Dernière petite question, parce qu'on va avoir un petit sujet sur les cas de contamination ici même à l'Assemblée nationale, sur la méthode pour terminer. On a compris que la crise était pilotée dans les territoires et que c'est les préfets qui prenaient la main. Ça, c'était le discours de M. Castex la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est Olivier Véran qui explique depuis Paris ce qu'il faut faire. C'est compliqué de vous suivre. Quand on prend l'exemple, je prends l'exemple de la ville de Paris, vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que dans les bars et restaurants, il y a eu à peu près, je crois, j'avais noté ça, 300 mises en demeure, 40 décisions de fermeture. Donc il y a bien une action locale, une décision locale qui a été prise pour répondre à cette nécessité de proximité. Moi, je suis tout à fait en phase avec ça et ça me semble très important d'être en accord avec ce qui se passe. Mais la gestion locale, c'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que, je ne peux pas me prononcer, mais est-ce que la diffusion de l'épidémie, le nombre de cas fait qu'à un moment, ça dépasse les capacités du local? Je ne suis pas capable de le juger. Je le regrette en tout cas. C'est certain que c'est plus facile, mais à un moment, il y a des décisions à prendre qui, je le répète, de toute façon, il n'y a pas de bonnes décisions. Il n'y a que des décisions extrêmement compliquées. Allez, on va terminer. C'est pas facile, mais si vous voulez, à mon avis, se prendre la peine de discuter ensemble un certain temps avec la mairie de Paris, ça n'aurait pas été si compliqué que ça. On va terminer avec l'un des secrets les mieux gardés de cette maison. Combien y a-t-il de cas de Covid à l'Assemblée nationale? Le Palais Bourbon était devenu, rappelez-vous, un cluster. Le premier cluster à Paris. C'était en mars dernier, c'était le premier. Alors qu'en est-il aujourd'hui? C'est Thomas Després qui a mené l'enquête pour nous, n'est-ce pas Thomas? Oui, exactement Myriam, l'épidémie s'accélère en France et forcément les députés ne sont pas épargnés. Je vous raconte tout ça. Alors comme moi, vous avez écouté hier le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous dire que l'épidémie reprend, s'accélère. C'est le cas ici aussi à l'Assemblée où de nouveaux cas réapparaissent. Selon nos informations, il y a au moins 5 députés qui ont été testés positifs au coronavirus ces derniers jours. C'est le cas notamment de 2 députés La République En Marche qui l'ont rendu public sur Twitter, Christine Aignon et Stéphane Testé. Et puis une 3e, Mireille Robert. Elle a été déclarée positive la semaine dernière et a décidé de se confiner dans son bureau à l'Assemblée nationale pendant 7 jours. Elle l'a d'ailleurs annoncé ce matin sur RTL. Elle était invitée de la matinale et elle a raconté son quotidien confiné. Écoutez. Je suis maintenant la reine des pâtes à la bouilloire.
Voilà, moi ça me rappelle ma chambre universitaire que j'avais à Toulouse quand j'étais étudiante. Le quotidien, le linge, ça va, ça peut se laver dans un petit lavabo de salle de bain. D'ailleurs, je l'ai bouché parce que j'égoutte aussi les pâtes dedans et je fais ma petite vaisselle. Donc heureusement que j'avais du desktop, j'ai pu le déboucher moi-même. Bien sûr, vous en doutez, des mesures ont été prises pour éviter les contaminations au sein de l'Assemblée. Les masques sont obligatoires en commission, par exemple. Je rappelle avant que vous devez garder vos masques et les porter correctement. Donc biaisez pas, mettez pas sous le nez ou au-dessus de la tête. Alors, les députés sont masqués, des masques en tissu, en papier, made in France. Mais parfois, les récalcitrants se font rappeler à l'ordre. Excusez-moi, monsieur de Courson, je vous demandais de garder votre masque pendant que vous intervenez. Mais est-ce que vous entendrez? Oui, on vous entendra. Bonjour Laurent Rossi. Alors vous êtes questeur de l'Assemblée nationale, c'est vous, avec deux de vos collègues, qui gérez le bon fonctionnement de l'institution. On a vu, le port du masque est obligatoire en commission. Quelles sont les autres règles sanitaires qui s'imposent ici ? Nous avons pris très tôt des mesures assez strictes en matière de gestes barrières. Le port du masque obligatoire en commission, mais aussi dans l'hémicycle. Nous avons également fermé l'Assemblée à tout visiteur extérieur pour justement éviter toute reprise de la circulation du virus dans ces murs. Et si l'épidémie venait à reprendre beaucoup plus ici à l'Assemblée, que l'Assemblée devenait un cluster, quelles mesures seraient prises ici dans l'ensemble de l'Assemblée nationale ? Nous avons effectivement un scénario de repli qui consisterait, en cas de reprise grave du virus au sein du Palais Bourbon, je le rappelle, 4000 personnes au-delà des députés travaillent ici jour et nuit, eh bien nous aurions à ce moment-là une solution de repli que nous avions adoptée par le passé qui consisterait à limiter le nombre de députés en commission et dans l'hémicycle. Voilà Myriam, le dernier décompte officiel connu date de la fin de semaine dernière. À cette date, 8 députés, collaborateurs et fonctionnaires avaient été testés positifs. On ne connaît pas de nouveaux décomptes officiels, mais les services de l'Assemblée assurent tout est fait pour éviter de créer de nouvelles contaminations et risquer d'être paralysés pour les prochaines semaines. Merci Thomas. Anne Jeanneté, pas de quoi s'inquiéter, 5 cas à l'Assemblée. Vigilance, comme partout, dans toute notre vie quotidienne. Plusieurs cas par semaine dans notre groupe parlementaire. Voilà une vigilance et un choix personnel de venir ou de ne pas venir. Pour le moment, l'Assemblée doit fonctionner et peut continuer à fonctionner. Pour le coup, et question au gouvernement, l'hémicycle qui vient des 4 coins de la France, on est effectivement, peut se poser la question. On est effectivement assez nombreux pour les questions au gouvernement, mais je pense que depuis le mois de mars, on travaille quand même dans des conditions difficiles, puisque nos collaborateurs sont le plus souvent en télétravail, ce qui signifie que les députés doivent continuer à faire leur dossier, à intervenir, et par conséquent, ils le font souvent sans être aidés. On a fermé les permanences au public, donc là, pareil, c'est compliqué. J'espère que ça ne va pas durer encore trop longtemps, parce qu'on rend vraiment un service qui est détérioré à la population. Merci beaucoup. On va parler à présent de votre livre et de l'amoureux de Montaigne que vous êtes. Peut-il nous aider à tirer un peu des leçons philosophiques de cette crise sanitaire? On voit cela tout de suite. Bonne soirée. Jingle, pas de jingle. Ah, pas de jingle. Alors Montaigne, le voilà. Montaigne, André Consreville, Montaigne, je le disais, qui occupe une place immense dans votre travail depuis toujours. Qu'aurait-il pensé, ce philosophe, de ce que nous traversons? D'abord, Montaigne n'occupe pas seulement une place dans ma vie, dans mon travail. C'est un immense écrivain. Le plus grand écrivain français, disait André Gide, qui s'y connaissait en littérature. Moi, je dirais l'un des 2 plus grands écrivains français, avec Victor Hugo. Mais ça dit assez quel est le niveau où il se situe. Et par ailleurs, cet écrivain est aussi un grand philosophe. C'est quelqu'un qui invente notre modernité. Et donc, il est important, évidemment, d'en parler. S'agissant maintenant de la situation, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, au fond, la même chose que Jean-Paul II, il y a quelques décennies. N'ayez pas peur. Ou n'ayez pas peur à ce point, parce qu'il a vécu bien pire. Alors, on parle de violence aujourd'hui, on a raison de la condamner, mais lui, il a vécu les guerres de religion. Des dizaines de milliers de morts. 3000 morts, rien qu'à Paris, en 48 heures, au moment de la Saint-Barthélemy. 3000 protestants massacrés en 2 jours, si vous voulez. Et puis, on parle de la Covid-19. Lui, il a connu la peste, y compris à Bordeaux. Taux de mortalité de la peste proche de 100%. Taux de mortalité de la Covid, moins de 1%. Vous l'avez dit. Autrement dit, la peste, c'est au moins 100 fois plus grave que la Covid-19. Et pourtant, il nous apprend à l'affronter prudemment. Quand la peste est arrivée, il est parti. Bien sûr, c'était la seule façon de s'en protéger à l'époque. Ça n'est pas un risque tout. Mais il nous donne des leçons de sérénité, des leçons de sagesse. Vous savez, tu ne meurs pas de ce que tu es malade. C'est cette phrase-là. Tu non, mais meurs c'était une de autre ce phrase que que je tu es citais vivant. d'abord. Montaigne écrit dans les essais « Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur.
Eh bien, je vais vous dire, c'est la phrase qui résume le mieux mon état d'esprit actuel. Je n'ai pas peur de la Covid-19, je me protège, encore une fois, je ne fais pas n'importe quoi, mais j'ai peur de la peur, j'ai peur de ce climat d'angoisse qui pèse sur notre pays, qui pèse sur les jeunes de notre pays. Et s'il est serein, en effet, c'est que lui, il accepte d'être mortel. Et c'est la phrase que vous évoquiez, tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait partie de la vie. Et on ne peut pas aimer la vie si on n'accepte pas d'être mortel. Vous parlez d'un panmédicalisme dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce que j'entends par panmédicalisme, c'est l'idée de tout confier à la médecine. Autrement dit, c'est l'idéologie qui tend à faire de la santé la valeur suprême et donc de déléguer aux médecins la gestion non seulement de nos maladies, ce qui est normal, mais la gestion de nos vies et de nos sociétés. Et voyez ce qui m'inquiétait au moment du confinement, que j'ai respecté, dont j'ai dit qu'il fallait le respecter. Mais ce qui m'inquiétait, c'est que je me suis demandé, au fond, qu'est-ce que je ferais à la place de Macron? Et je me suis dit, mais au fond, j'aurais fait la même chose. Pas du tout parce que je pensais que le confinement était la meilleure solution. La vérité, c'est que les gens n'en savaient rien. Mais parce qu'il y avait une telle pression du corps médical. On voyait 15 médecins tous les soirs au journal de 20h à la télévision. Une telle pression médiatique, une telle inquiétude dans la population que si Macron n'avait pas confiné, il y aurait eu un tel tollé que la France devenait ingouvernable. Eh bien ça, c'est inquiétant. Ça veut dire que le politique n'a plus d'autonomie parce qu'il est soumis au diktat des médecins et des médias. Et ça, c'est un mauvais coup pour la démocratie. J'aimerais vous soumettre un sujet sur les personnes âgées et un dialogue avec la journaliste Nathalie Lévy qui va nous rejoindre. Depuis le début de la crise, le gouvernement tâtonne sur nos aînés entre interdictions et simples recommandations. Le casse-tête de l'exécutif face aux seniors, c'est signé Elsa Mondingava. Regardez. Face à un virus qui s'attaque en priorité aux plus de 65 ans, que faire des personnes âgées, les seniors, ceux d'un certain âge, les vieux? Le gouvernement a beaucoup hésité. 6 mars dernier, autant dire il y a une éternité, Emmanuel Macron se rend dans un EHPAD à Paris. Sans masque, à l'époque ce n'est pas l'usage, il appelle à limiter les visites aux résidents. On n'a plus le droit de serrer les mains, donc je vous serre la main de cœur. Le 12 mars, la France n'est pas encore confinée, mais le président de la République appelle toutes les personnes âgées cette fois à s'isoler. Je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans de rester autant que possible à leur domicile. 4 jours plus tard, le chef de l'État annonce le confinement généralisé du pays. Françaises, Français, nous sommes en guerre. Les personnes âgées en EHPAD, déjà interdites de visite, sont ensuite confinées dans leur chambre. Une situation qui interpelle. Je suis toute la journée renfermée là-dedans. C'est pas une vie à 97 ans. Poussant Emmanuel Macron à corriger la situation. Madame, votre peine nous bouleverse tous. Pour vous, pour tous nos aînés en maison de retraite ou en établissement, les visites des proches sont désormais autorisées. Puis vient le temps de penser au déconfinement, mais là encore, l'Élysée semble vouloir un traitement différencié. Nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester même après le 11 mai, confinés, tout au moins dans un premier temps. Déconfinés par tranche d'âge, une idée qui ne passe pas. Alors le Premier ministre choisit la recommandation plutôt que l'obligation. Il faut qu'ils respectent des règles similaires à la période de confinement. Il n'y aura pas de contrôle pour les plus âgés d'entre nous, mais je demande aux personnes les plus âgées, les plus fragiles, de la patience. Depuis, sans prendre de mesures spécifiques envers les seniors, le gouvernement les invite à la plus grande prudence et à quelques sacrifices. Par exemple, évitons que papy et mamie aillent chercher les enfants à l'école. André Comte-Sponville, cette petite phrase, elle vous agace du Premier ministre? Non, ce n'est pas le plus grave. Il y a une maladresse dans l'expression. Non, ce qui me peine, c'est le sort des vieux. En l'occurrence, ma belle-mère est morte pendant le confinement, dans l'EHPAD où elle résidait. Pas de la Covid, elle est morte peut-être bien de vieillesse. Elle avait 95 ans, mais à cause du confinement, elle n'avait pas vu ses 3 enfants depuis 5 semaines. Autrement dit, elle est morte seule, tragiquement seule. Quelqu'un qui meurt à 95 ans, ce n'est pas un scandale. Il était normal qu'elle meure un jour, 95 ans. Mais qu'elle meure seule sans avoir vu aucun de ses enfants pendant 5 semaines, c'est quand même une souffrance considérable pour elle, pour ses enfants. Encore une fois, moi, sur le confinement, je l'ai respecté puisque c'était une décision démocratique. Moi, j'obéis au gouvernement et à la loi. C'est la responsabilité individuelle que vous prenez. On ne peut pas ne pas considérer cette souffrance-là qui est venue avec le confinement.
Bonsoir Nathalie Lévy. Bonsoir bien. Merci infiniment d'être là. J'avais envie d'initier un dialogue entre vous deux parce que vous êtes l'auteur de ce livre absolument passionnant et plein de tendresse. Ça s'appelle Courage au cœur et sac à dos. C'est aux éditions du Rocher. On vous connaît parce que vous avez été l'un des visages de BFM TV. Vous étiez à Europe 1 jusqu'à la saison dernière. Et puis vous écrivez, on découvre en fait que vous avez une double vie d'une certaine manière. Parce que tous les matins, vous êtes aux côtés de Rosine, votre grand-mère, qui est presque centenaire. Et avec votre mère et votre tante, vous n'avez jamais voulu, au fond, qu'elle aille en EHPAD. Vous n'avez jamais voulu la sortir de votre quotidien. Au fond, vous avez besoin d'elle autant qu'elle a besoin de vous. D'abord, comment cette période de Covid s'est passée pour elle et pour vous? Est-ce qu'elle a tout bouleversé ou pas? Alors oui, elle a tout bouleversé parce que tout simplement, ma grand-mère a fait une chute le 13 mars, donc le lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron du confinement généralisé le lundi, donc on était vraiment 3 jours avant. Elle a fait une chute, donc elle a été hospitalisée en urgence, et puis du coup 3 semaines de séparation parce que le confinement est très strict à ce moment-là, on est vraiment dans les débuts, et du coup, voilà, impossible de lui parler, ou quasiment, on l'a que par téléphone mais très peu, et c'est très compliqué parce qu'effectivement, elle est très habituée à vivre avec nous, dans une forme de ronde à 3 qu'on a mise en place depuis des années déjà, de manière très mécanique, en fait, pas conscientisée. On est là, moi le matin, ma mère le soir, ma tante l'après-midi. Vous êtes aidante familiale. Je suis une petite fille aimante et aidante parce que maintenant, c'est comme ça qu'on l'a officialisé, mais je ne me considère pas comme aidante. Toujours est-il qu'effectivement, on a cette organisation autour d'elle pour la pérenniser chez elle, dans ses meubles, dans ses photos, dans son intérieur, parce qu'on a toujours considéré que tout ce qu'elle avait fait pour nous, être là dès mon premier souffle, on ne pouvait que lui rendre. Et comme je suis sûre, vous avez écouté le débat qui précédait, comment vous réagissez quand vous entendez André Comte-Sponville dire finalement, attention, toutes les morts ne se valent pas forcément, on prend des décisions qui vont avoir des conséquences terribles pour la jeunesse. Au fond, moi je peux dire ça, de l'âge d'où je parle. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous heurte? Alors il y a 2 choses en fait avec André Comte-Sponville, parce qu'on est tout à fait d'accord sur les libertés individuelles, et moi je pense qu'on est vraiment en responsabilité, en conscience, on peut avancer, savoir si les grands-parents peuvent aller voir les petits-enfants à la sortie des écoles. Je considère que oui, on nous a beaucoup infantilisés, on est dans un paternalisme poussé à l'extrême, et c'est très grave parce qu'effectivement l'isolement ça tue certainement plus que le Covid, ça tue beaucoup plus que le Covid, donc cette bienveillance poussée comme ça à son paroxysme, c'est très grave. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'on ne peut pas être dans... On a déjà plein de conflits sociétaux, et se retrouver en face de conflits générationnels, opposer 2 générations, les anciens ou les vieux, parce que allons-y, appelons les choses telles qu'elles sont, à la jeunesse, c'est pas la solution. Il s'agit pas de privilégier les anciens, il s'agissait simplement de les responsabiliser, de leur dire, voilà, vous voulez... De toute façon, les vieux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent profiter du temps qu'il leur reste avec leurs proches. Donc, ils sont en capacité d'avoir le discernement pour savoir, oui, je mets un masque, oui, je rencontre ma famille, oui, je la vois, mais surtout, j'ai envie d'en profiter. André Comte-Sponville, le risque d'une guerre de génération. Ne se valent pas, c'est un constat presque d'évidence. Il est plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir à 68 ans, mon âge, ou à 81 ans, l'âge moyen des décès de la Covid-19. Ça ne se discute même pas. Tout le monde sait que pour un adulte, perdre un enfant, c'est plus douloureux que perdre ses parents. Pour autant, face à cette crise sanitaire du Covid... C'est pas important. Ça veut dire que c'est moins dramatique que la mort. Est-ce qu'il faut moins éviter ces morts-là de nos aînés? Il n'y a pas de conflit des générations. C'est une expression qui existait dans ma jeunesse, qui a totalement disparu du discours journalistique. Et pourquoi? C'est que les jeunes sont très respectueux, très aimants de leurs parents, à fond pour la famille. Pas toujours. Simplement, il n'y a pas de conflit de génération. On est en train de sacrifier une génération, la jeunesse. Et comme il n'y a pas de conflit, ils ont la gentillesse de l'accepter sans protester. Quand vous dites sacrifier, parce que c'est un mot très fort. Sacrifier, ça veut dire quoi? Ça me donne envie de pleurer. Ça veut dire que le chômage... Des perspectives difficiles, mais c'est comparable à la mort de nos aînés? Qu'est-ce qui est le plus grave? 300 000 jeunes qui arrivent au chômage, ou quelqu'un qui meurt comme ma belle-mère à 95 ans ou à 81 ans, l'âge moyen du Covid. D'ailleurs, moi j'ai reçu des dizaines de messages de félicitations, la plupart venant de gens ayant mon âge ou étant plus vieux, qui me disent « Mais bien sûr, vous avez raison, ce qui compte pour nous, c'est l'avenir de nos petits-enfants, c'est pas ma petite santé. Moi, je peux me cloîtrer chez moi si je veux me protéger. Mais l'idée que je demande à mes garçons, des trentenaires, de ne pas sortir pour protéger la santé de leur vieux papa, alors ça
ça me paraît totalement fou. Moi, je leur dis, profitez de la vie, soyez prudents pour vous, mais ne vous inquiétez pas pour ma santé à moi, ma santé, je m'en charge. Mais c'est là où on se rejoint, en définitive, parce que très clairement, cette prise de conscience et ce besoin qu'ont les aînés d'être entourés de leurs proches. Parce que c'est un besoin, c'est une nécessité, c'est intrinsèque, c'est épidermique, c'est tout ce que vous voulez. Donc il y a cette nécessité. Après, il y a peut-être eu des raccourcis dans la manière que vous avez eu de dire les choses, où on a beaucoup entendu aussi Emmanuel Todd ou François de Closet dire voilà, on sacrifie les jeunes. Le problème, c'est que si on avait dit la même chose s'agissant de la couleur de peau, ça s'appelle ni plus ni moins que de l'apartheid. Donc on est aussi dans la limite un peu de l'exercice et dans la limite de la formulation. On peut pas sacrifier les vieux. Mais personne n'a parlé de sacrifier les vieux. Voilà, mais c'est pour ça que... c'est typiquement le politiquement correct, ou plutôt le sanitairement correct en l'occurrence. L'idée qu'on n'ait pas le droit de dire que c'est plus triste de mourir à 20 ans qu'à 81 ans, c'est quand même inouï. D'autant que les vieux le disent. Et tous les vieux c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est pour ça que je vous dis, au fond, on se rejoint. De mourir quand j'avais 20 ou 30 ans. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que c'est la société, ce sont finalement c'est l'État, les gouvernants qui n'ont pas voulu... Montaigne nous apprend à accepter d'être mortel. Et c'est peut-être la phrase la plus importante à citer aujourd'hui. Montaigne écrit dans les essais « Je veux qu'on agisse ». Et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut. On vivra le plus tôt possible. Et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. Eh bien voilà, je souhaite vivre le plus longtemps possible, mais je n'ai pas peur de la mort, j'accepte nonchalamment d'être mortel. Et je refuse de sacrifier mes enfants à mon éventuelle peur de la mort. On est en train de sacrifier l'amour de la vie à la peur de la mort. Ça, c'est un contresens complet sur l'existence humaine. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une vraie problématique pour le gouvernement aujourd'hui. Nos politiques ne savent plus gérer cette question, en fait. Cette question des aînés. D'ailleurs, les aînés, qu'est-ce que ça veut dire? Les anciens, les seniors plus, le quatrième âge. On est en train d'envelopper tout ça dans des jolies formules. Or, Simone de Beauvoir, elle le disait très bien déjà il y a 50 ans. La vieillesse, en fait, on a honte de nos vieux. On est en train de les dissimuler, c'est moche, ça pue, c'est pas joli à voir, les corps abîmés, etc. On était déjà dans cette formule qu'elle nommait la conspiration du silence. Aujourd'hui, c'est un peu pareil, c'est encore une fois poussé à son paroxysme. On les enferme dans des mouroirs, dans des établissements, pour certains qui sont formidables, avec un personnel formidable, hein, ces EHPAD, mais ces EHPAD qui sont hors la ville, hors la cité, hors ces vieux, ils ont besoin d'être dans la cité, dans le monde, dans la société, avec cet intergénérationnel obligatoire, à mon sens, il faut revenir à ça. Donc je pense qu'on est dans une surprotection qui fait du mal à tout le monde et qui économiquement évidemment nous coûte beaucoup, mais qui aussi sur le plan de la considération, sur le plan de la couleur de notre société fait énormément de mal. On a peut-être commis des erreurs, il y a eu des situations dans les EHPAD où les personnes âgées étaient même enfermées dans leur chambre pour ne pas rencontrer de potentiels nouveaux cas ou contaminer d'autres. Mais en même temps, on a beaucoup dit que pour la première fois, on avait choisi la vie sur l'économie, qu'on n'aurait pas pu supporter d'une certaine façon, collectivement, de se regarder en face si on n'avait pas confiné le pays. Ce sont des choix moraux, des choix éthiques profonds. Est-ce qu'il ne faut pas s'en féliciter, André Comte-Sponville? Sacrifier l'économie à la vie, ça aurait du sens s'il y avait de la vie sans économie. Sauf que sans économie, on meurt, et beaucoup plus vite que de la Covid-19, parce qu'on meurt de faim, si vous voulez. Et donc, il faut rappeler, vous disiez que j'avais dit qu'il y avait des choses plus graves que la Covid-19. Oui, il y a 9 millions de personnes humaines qui meurent chaque année de faim, de malnutrition. 9 millions, dont 3 millions d'enfants meurent chaque année de malnutrition. Pour vous, notre gouvernement nous empêche de mourir du Covid et pas du reste, d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'il meurt? Il meurt pour des raisons économiques. Autrement dit, la misère tue plus vite que la maladie. Quand je me suis inquiété pour l'économie au moment du confinement, c'était pas pour protéger les milliardaires du CAC 40, je m'en fous, j'en fais pas partie. C'était pour protéger les plus pauvres, parce que c'est toujours les plus pauvres qui souffrent de la crise économique. Pensez aux jeunes chômeurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Pensez aux étudiants qui terminent leurs études. C'est quand même plus inquiétant que le sort du CAC 40. Eh bien ça, c'est l'économie. Voilà, il n'y a pas de vie sans économie. Et donc, prétendre sacrifier l'économie à la vie, c'est se raconter des histoires. Est-ce que, André Comte-Sponville, est-ce que vous n'êtes pas... Comment vous observez aujourd'hui la réaction du gouvernement, de nos politiques, sur le cas des seniors? Parce qu'en 2060, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Là, c'est factuel, ça nous arrive. L'Asie a déjà de l'avance sur nous et ils sont d'ailleurs plutôt bien réactifs puisqu'ils sont précurseurs avec des établissements qui mélangent EHPAD et maternelles ou crèches au rez-de-chaussée. Les pays, le Danemark, la Suède aussi, où les vieux sont les plus heureux du monde puisqu'ils sont considérés.
Est-ce que le problème, il n'est pas là, il n'est pas plus large? Est-ce que le gouvernement n'a pas des difficultés, et même les gouvernements successifs, avec les plus de 70, tout simplement? Oui, on a des problèmes avec les vieux, parce que vous avez raison, c'est difficile à affronter au quotidien, c'est difficile à gérer politiquement, donc tout cela, bien sûr, est vrai. Mais rappelons par exemple qu'il y a chaque année 225 000 nouveaux cas de la maladie d'Alzheimer. 225 000 nouveaux cas chaque année, rien qu'en France. Taux de guérison d'Alzheimer, 0%. Taux de guérison de la Covid-19, 99,5%. Et on ne me parle que de la Covid-19 et plus personne ne parle d'Alzheimer. Le problème de la dépendance à terme sera un problème beaucoup plus grave que la Covid-19. Et donc sortons de cette espèce de polarisation médiatique et politique où les gens n'ont plus que la Covid à la bouche comme si c'était le principal de nos problèmes. Dernière question, qu'est-ce qu'on fait de nos vieux dans cette période de deuxième vague de la Covid? Le mieux, quand on peut les garder avec soi, je vous admire. Moi, j'en ai pas eu le courage ou pas les moyens, enfin, pour épiloguer à l'infini. Mais c'est vrai que ce qui se passe dans les EHPAD est d'une tristesse infinie. Moi, j'ai passé pas mal de temps, et pour mon père et pour ma belle-mère, dans les EHPAD. Sincèrement, je préfère attraper la Covid-19. Et même, je vais vous dire, je préfère en mourir que passer 10 ans en état de dépendance, que ce soit dans un EHPAD ou un service de gérontologie d'un grand hôpital parisien, comme l'a fait mon père. Merci avec beaucoup. la Covid, mais entouré. En tous les cas, il n'est pas question de la Covid dans votre livre. Il en est un tout petit peu question, puisque il évidemment, est surtout question d'un lien, que vous chérissez, et ça s'appelle Courage au cœur et sac au dos. Prendre soin de ses aînés, quelque chose me dit que, d'une certaine manière, vous allez faire un peu de politique pour faire avancer cette cause dans les mois qui viennent. Ça part d'un témoignage, mais ça pourrait aboutir sur peut-être une proposition de loi, un projet de loi ici à l'Assemblée, on verra. On est loin de ça, mais bon, en tout cas, si ça peut faire parler. Le sujet des aidants est une des préoccupations de l'exécutif. Merci beaucoup, Nathalie Lévy. André Comte-Sponville, vous restez avec nous. C'est la dernière partie de cette émission. On va parler d'un sujet, j'en suis sûre, qui vous tient à cœur. La recherche, le projet de loi en discussion à l'Assemblée nationale divise, alors que pourtant les crédits augmentent. Pour quelles raisons? Les réponses tout de suite dans notre face-à-face. Voilà, 25 milliards d'euros sur 10 ans, un investissement inédit pour le gouvernement et pourtant un projet de loi en trompe-l'œil pour les chercheurs. Alors avant d'accueillir nos invités, les 3 clés pour comprendre ce texte avec Marion Lefebvre. Quel est le budget actuel de la recherche? 15 milliards d'euros, soit 2,2% du produit intérieur brut. C'est loin des 3% promis en l'an 2000 et des presque 4% de la Corée du Sud et du Japon. Ce projet de loi de programmation de la recherche prévoit d'injecter 25 milliards d'euros en 10 ans, en différentes étapes, pour atteindre un budget de 20 milliards d'euros en 2030. Comment sont financés les laboratoires de recherche ? Chaque laboratoire reçoit des crédits réguliers. Il s'agit de la dotation de base, calculée au prorata du nombre de chercheurs. Le laboratoire reçoit également les crédits de l'Agence nationale de recherche. L'ANR sélectionne puis finance les projets de chercheurs. Et elle donne 20% de plus au laboratoire qui accueille le chercheur. C'est ce qu'on appelle le préciput. Il devrait atteindre 40%. Combien gagne un chercheur? À l'issue d'un doctorat, un jeune chercheur touche aujourd'hui 2 500 € bruts par mois, soit en moyenne près d'un SMIC et demi. Pour enrayer la fuite des cerveaux vers l'étranger, le projet de loi prévoit une augmentation de salaire de 700 €, soit 3 200 €. Cela reste encore beaucoup moins que les 4 200 € gagnés en moyenne par les jeunes chercheurs dans les pays anglo-saxons. Bonsoir Daniel Hérin. Bonsoir madame. Merci d'être là. Vous êtes député La République En Marche de l'Aude et vous êtes le rapporteur de ce projet de loi dans l'hémicycle. Et via Skype, normalement, Isabelle Tisse-Saint-Jean est avec nous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du Parti socialiste, chargé des études et spécialiste des questions liées à la recherche et à l'enseignement supérieur. Au fond, 25 milliards d'euros, madame la rapporteure, c'est énorme. On se dit, c'est inédit. 25 milliards d'euros sur 10 ans. En quoi ce texte va nous permettre de nous remettre dans la compétition internationale? En quoi ce texte va faire en sorte de rendre plus attractif cette profession de chercheur si mal payée aujourd'hui? Exactement. Je crois que vous mettez le point sur les principaux
comment dire, les principales difficultés aujourd'hui que l'on a dans les laboratoires de recherche, les chercheurs, mais toutes les équipes de chercheurs, c'est l'attractivité, le manque d'attractivité. Et ça, depuis 20, peut-être au-delà même de 20 ans, on n'a jamais abordé le problème uniquement par la partie budgétaire, par la partie salariale et par la stabilisation des emplois. Combien gagne un jeune chercheur en moyenne, hein, sciences dures, sciences humaines, quand il arrive, maître de conférence, qu'il est post-doctorat, combien on gagne en moyenne? Disons, s'il a 2000 € net, c'est pas mal déjà. 2000 € net. Et il rentre à 34 ans. C'est-à-dire qu'en tant que chargé de recherche ou maître de conférence, il démarre en moyenne à 34 ans et il devient professeur en moyenne à 45 ans. 2000 € net. Alors, qu'est-ce que vous allez faire précisément pour augmenter ces salaires? Déjà, il y a l'augmentation des salaires qui va arriver, en effet. On va essayer de réduire aussi tout ce qui est précarité, c'est-à-dire qu'actuellement, comme je vous disais, vous rentrez au premier grade, si on peut dire, c'est-à-dire maître de conférence ou chargé de recherche, à 34 ans. On va essayer de baisser ceci pour des personnes, en effet, qui partent actuellement à l'étranger parce qu'ils peuvent se faire embaucher de manière définitive mieux. La fuite des cerveaux. Isabelle Fils-Saint-Jean, sur cette question de la rémunération, de la valorisation des carrières, 25 milliards d'euros sur 10 ans, 25% de thèses financées en plus, 5200 créations de postes, c'est pas rien, non? Alors, il faut déconstruire tout ça. Malheureusement, il faut déconstruire tout ça. J'aimerais beaucoup que ça soit vrai. Mais quand on regarde, donc on a des promesses de ces 25 milliards d'euros. En fait, il faut déjà voir que c'est sur 10 ans. Jamais aucune loi de programmation n'a été sur 10 ans. Tout le monde le fait sur 7 ans en général. Donc déjà, premier élément un peu curieux. Deuxième élément, quand on regarde la manière dont le financement est mis, c'est très curieux. C'est-à-dire que les premières années, il n'y a pas beaucoup de milliards qui tombent. Ça commence à augmenter, donc on est quand même tard dans le bilan du quinquennat. On arrive, s'il avait voulu y avoir un investissement antérieur, ça aurait pu être fait avant. Mais passons, imaginons que le gouvernement veuille le faire maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'y a aucune progression réelle dans les années où le gouvernement est en responsabilité. Les sommes qui arrivent à la fin de l'échéance. Vous regardez la progression, c'est-à-dire au début, c'est des centaines de millions, et puis à la fin, effectivement, on arrive à des choses plus importantes. Deuxième chose compliquée. Troisième élément quand même complètement invraisemblable, et toute l'opposition, droite et gauche, convenue à essayer de le faire dire à la ministre, jusqu'au moment où elle l'a dit par erreur, donc là ça commence à tourner dans les réseaux parce qu'elle l'a reconnu elle-même, on dit 25 milliards supplémentaires. Donc tout le monde se dit, ok, chouette, ça veut dire qu'à la fin, on va arriver à un budget où, au lieu d'avoir à peu près les 20 milliards qu'on a aujourd'hui, alors le périmètre est compliqué, c'est ça, on va avoir 45 milliards. C'est ça qu'on se dit tous. Eh bien non, la réalité, c'est qu'on va avoir 5 milliards. Et dernier élément, si vous me permettez, rapidement, pour montrer que on n'est pas du tout dans cet effet qu'on attend, qui est absolument indispensable, qui nous permettrait d'atteindre l'objectif des 1% que l'Allemagne a atteint depuis un moment, qui fait que nous, on décroche, contrairement à d'autres pays, on ne va plus être une grande nation scientifique. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? D'abord, on constate que la modalité de financement, la ministre n'a pas répondu, mais ça risque d'être bien un tour de passe-passe autour des retraites, de l'argent qui va être récupéré par l'État via les retraites. Donc, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait un investissement réel supplémentaire. C'est très clair. En fait, vous dénoncez un projet de loi en trompe-l'œil. Répondez point par point, parce que c'est vrai que s'engager sur 10 ans, quand on est pour encore moins de 2 ans aux affaires, on peut douter de l'effectivité de ces crédits. Déjà, qu'est-ce qui nous garantit que les 25 milliards sur 10 ans seront bien pour la recherche, pour l'université, pour les labos? Alors, en effet, tout d'abord, 10 ans, pourquoi? Parce que c'est le temps long de la recherche,
La plupart des projets, même les projets des précédentes lois enseignement supérieur, les LABEX, etc., c'était dans les 10 ans environ. Dès la première année, en effet, on met 400 millions d'euros en plus. Et chaque année, ce montant va progressivement aller jusqu'à plus 600 millions d'euros. Et vous avez raison, et moi je n'ai jamais dit, et je pense que la ministre n'a jamais dit 25 milliards supplémentaires. Vous avez raison, c'est simplement, chaque année, on augmente la dotation qui va être faite. Je vais faire départager ce bref échange et je m'en excuse parce que voilà, le temps qui nous est imparti est terminé. André Comte-Fauville, vous avez été enseignant, professeur de philosophie pendant des années. Vous savez très bien qu'un chercheur, qu'un thésard, c'est difficile, il est peu valorisé. Vous faites confiance à ce gouvernement pour augmenter ses crédits? Ça va changer? Il y a plus à plaindre que les chercheurs ou les enseignants d'université, d'une part. D'autre part, je ne suis pas compétent pour juger du projet de loi que j'ai regardé de trop loin. Non, ce qui me frappe, c'est la comparaison avec l'Allemagne. Il se trouve que l'Allemagne, depuis des années, est un pays plus riche que la France. Et c'est plus facile d'avoir une grande recherche dans un pays riche que dans un pays pauvre. Une façon de rappeler que ceux qui veulent sacrifier l'économie à la santé ont du souci à se faire parce que la santé coûte cher. On ne peut pas augmenter les dépenses de santé en nuisant perpétuellement à l'économie. Et donc, il faut arriver à penser les deux ensemble. La santé, c'est très important. L'économie, c'est très important aussi. Mais tout sacrifier à la santé, c'est un contresens sur l'existence. Et vous l'avez dit amplement. Voici l'ouvrage que vous signez aux éditions Plomb, Dictionnaire amoureux de Montaigne. On peut piocher évidemment à chaque lettre pour mieux comprendre ce philosophe. Merci Madame Hérin, merci Madame Tisse-Saint-Jean d'avoir été via Skype en direct avec nous. On accordera un peu plus de temps à ce projet de loi recherche dans d'autres émissions. Très belle soirée sur LCP et à demain.